Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Je stresse, donc je suis. Je ne sais pas si Descartes aurait validé cette formule. En revanche, une chose est sûre, même s'il existe depuis la nuit des temps, le stress est devenu aujourd'hui un paramètre incontournable de notre existence. Encore faut-il savoir ce que signifie précisément ce terme, que nos sociétés modernes ont tendance à cuisiner un peu à toutes les sauces, et dans quelles conditions surtout un stress peut devenir pathologique. Le stress entre mythe et réalité, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors aujourd'hui, sur le plateau de La Santé d'abord, nous parlons d'un sujet que malheureusement nous connaissons trop bien, le stress, surtout depuis la crise sanitaire. Alors difficile de donner des chiffres précis sur l'incidence de ce phénomène, tant il est répandu. Mais d'après une étude IFOP récente, 54% des Français, c'est quand même beaucoup, se disent avoir été stressés en 2021. Bon, il y a l'effet évidemment post-Covid. Et chez ces femmes, ce chiffre monte même à 68%. Nous serions donc peut-être plus sensibles au stress que les hommes. Encore une injustice de la nature, mais je suis sûre que mes invités auront une explication à nous donner. Justement, je vais vous les présenter, mes invités aujourd'hui. J'ai la chance d'être entourée par deux grands experts du sujet. Mélusine Harlet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes directrice prévention à la MGEN. Et docteur Laurent Fogel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin et praticien en médecine préventive et anti-âge. C'est-à-dire qu'en gros, vous nous aidez à mieux vieillir, à bien vieillir. C'est ça. Donc la médecine anti-âge, c'est un concept qui provient de nos amis américains. Anti-aging, c'est-à-dire le bien vieillir, la médecine de la longévité. Et donc c'est cette médecine qui permet de vieillir en bonne santé. Et trop de stress, justement, ça nous fait vieillir prématurément. On est bien d'accord. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais si la notion de stress est aujourd'hui extrêmement répandue, on dit même que c'est le mal du XXIe siècle, elle n'en est pas moins très récente. Elle a été introduite en médecine en 1936, donc c'était hier, par le docteur Hans Seyle, qui est, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais qui est en tout cas endocrinologue au Canada, et c'est le premier médecin à s'être intéressé aux hormones du stress et à leur incidence sur notre santé. Alors en 2022, justement, quelle perception avons-nous de cette notion du stress ? Eh bien, nous sommes allés poser la question. Regardez. Alors pour moi le stress c'est quelque chose que j'essaye d'éviter au maximum parce que c'est plus une contrainte et un ennui qu'autre chose. Alors j'ai la chance de ne pas être un très grand stressé, mais ça se présente par je dirais une transpiration, un questionnement interne intense et souvent des difficultés soit pour dormir, manger ou faire des choses assez simples. Alors je pense que les principales causes de stress doivent être le travail en priorité, avec l'argent, peut-être le futur, je dirais l'avenir pour les gens qui sont concernés par l'écologie ou des thématiques comme celle-ci. Et puis voilà, c'est déjà bien. Mon meilleur moyen de lutter, je dirais que c'est l'humour, prendre les choses avec un peu de recul et du second degré, et ça facilite grandement les choses pour éviter le stress. Pour moi, le stress, c'est les émotions qui prennent le dessus. Et pour moi, ça me met dans un état d'énervement et je perds tous mes moyens. Moi, c'est quand je ne prévois pas ce qui va m'arriver et que, par exemple, les cours, lors d'un contrôle, je ne vais pas avoir confiance en moi. Et du coup, ma perte de confiance, ça va me permettre de stresser. Je sais pas, là, par exemple, je suis stressée. Mais je sais pas comment ça se manifeste, c'est comme ça, c'est mes émotions qui prennent le dessus. Dès que ça me dépasse, hop, je stresse. Je vais m'entourer des personnes que j'aime et à qui j'ai confiance. Et je vais essayer de me canaliser mes émotions et de rester moi-même. Le stress, c'est une émotion quand on se sent pas très bien par rapport à une certaine situation. Je me pose beaucoup de questions. Comme tout le monde, je pense qu'on sue un petit peu, on transpire. Et comment il se manifeste ? C'est une bonne question, mec. Les problèmes familiaux,
si on est dans une situation un peu stressante comme ton interview, tu vois, là je stresse un peu, tu vois. Bon, voilà. J'ai pas d'exercice particulier. Je pense qu'il y a des exercices de respiration pour lutter contre le stress, mais moi non. J'ai pas de technique particulière pour lutter contre le stress. Bon, ça va, vous n'êtes pas stressés tous les deux d'être avec moi sur ce plateau, tout va bien, hein? Tout va bien. Un petit peu quand même. Alors justement, vous allez nous parler de ce qui se passe dans votre corps, docteur Fogel, quand vous êtes stressé. Juste, je retiens quand même que l'humour, c'est vrai que ça, c'est un bon moyen de lutter contre le stress, hein. Tout à fait. L'humour carabin chez les médecins, c'est pas par hasard, hein, parce qu'il y a du stress chez vous. Exactement. Et Enfin, chez vous aussi, je pense. Absolument. Alors justement, rappelons que le stress était jadis fort utile, hein, quand nous partagions la savane avec les prédateurs. Il nous sauvait la vie grâce aux réactions qu'il provoquait. Maintenant que nous vivons en ville, il aurait plutôt tendance à nous tuer. Docteur Fogel, la différence entre stress aigu, stress chronique? Effectivement, donc le stress aigu, c'est un stress qui va être provoqué par une sécrétion d'adrénaline. C'est une amine qui va permettre d'accélérer le rythme cardiaque, donc d'augmenter le débit de sang dans vos muscles, qui vous permet de décamper. On augmente la Monter tension. aux arbres. Tout à fait. J'ai cette image du film La guerre du feu où notre homme des cavernes est poursuivi par un animal féroce et il grimpe vite dans un arbre. Ça lui permet de survivre. Et ben c'est ça. Le stress aigu, c'est le stress qui va vous permettre de survivre et de faire face à une réaction aiguë. Ou d'être performant aussi. Le sportif, par exemple, ça peut être ce qu'on appelle le bon stress, ça va lui permettre d'augmenter ses performances. Et donc, il y a ce mauvais stress. Voilà, donc ça, c'est le stress que nous subissons aujourd'hui dans nos villes. C'est-à-dire que c'est un stress qui se chronicise. On passe d'un stress aigu à un stress qui va se répéter jour après jour. Et typiquement, c'est la situation du travailleur, je ne sais pas, qui est dans une entreprise où il ne se sent pas très bien, il est un petit peu embêté, une charge de travail importante, un patron un peu trop sur les épaules, etc. Et ce stress chronique va l'amener petit à petit à la situation qu'on appelle burn-out. D'accord. Mais alors justement, ces signes du stress chronique ne sont pas forcément très spécifiques, ils ne sont pas toujours faciles à repérer. Oui, en effet. Alors, donc ces signes sont assez aspécifiques, comme vous disiez, Véronique, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien des douleurs cervicales, des douleurs lombaires, on dit bien j'en ai plein le dos, n'est-ce pas? Ça peut être des troubles digestifs, cela peut être des insomnies, des troubles du sommeil, exactement. Mélusine, qu'est-ce que vous voulez rajouter justement sur Oui, ce ce qu'on peut stress rajouter à ça, effectivement, c'est que les premiers signes du stress, au-delà de ces signes physiologiques, c'est une montée en charge émotionnelle et aussi une montée en charge potentiellement cognitive qui fait que petit à petit, on sent qu'on n'est plus vraiment soi-même. Il y a un truc qui ne va pas, on ne sait pas quoi, on perd de l'énergie, on perd de la confiance en soi. On s'énerve tout de suite, on est s'énerve irritable. tout de suite, on est impatient, on est irritable, effectivement. Tous ces éléments-là sont des signes de stress et des signes qu'il faut prendre en considération très très tôt pour éviter le burn-out. Alors quelles sont les principales sources de stress dans nos sociétés modernes, si on devait faire le top 5 des causes principales du stress? Alors d'abord, il y a des causes environnementales. On voit qu'aujourd'hui, notamment dans les villes, on a vraiment on a une pression considérable liée au fait qu'on est pressé, qu'on n'a pas le temps, qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc on a un stress à la fois d'activité, un stress temporel, un stress relationnel où les gens sont de moins en moins sympas, notamment en ville. Et en fait, tout ça, ça fait pas du bien au corps. Au travail, on peut avoir aussi du stress lié au fait qu'il peut y avoir des injonctions dites contradictoires. On nous dit oui et puis on nous dit non. Le lendemain, on nous dit rouge, on nous dit blanc. Résultat des courses, on ne sait plus vraiment où on habite. Et donc ça, c'est un stress lié au besoin de sens dans la vie. Et ça peut faire qu'on perd pied dans notre vie quotidienne et qu'on est de plus en plus stressé et qu'on est un peu déboussolé. Les femmes se disent, je le disais tout à l'heure en introduction, les femmes se disent plus stressées que les hommes. Alors seraient-elles physiologiquement plus vulnérables au stress ou ont-elles plus de raisons d'être stressées? Alors, je m'adresse d'abord aux médecins. Est-ce que, je ne sais pas, il y a quelque chose dans notre cerveau qui va faire qu'on va être plus vulnérable au stress? Oui, en effet. Donc, les femmes ont une zone dans le cerveau qu'on appelle une zone limbique, qui sont des zones qui vont être plus activées chez les femmes, plus actives plus longtemps. Et cela va avoir pour conséquence qu'elles vont avoir des difficultés
à occulter les souvenirs un peu négatifs, les mauvaises expériences. C'est-à-dire qu'on évacue moins bien que les hommes tous les émotions négatives, les traumatismes. Tout à fait, alors que nous, on fait quelque chose de... Ouais, c'est fini, c'est fini. On a peut-être aussi une charge mentale un peu plus importante Alors, aussi. On a peut-être des raisons d'être plus stressés, non? C'est ça, voilà. On a effectivement une charge mentale qui est quand même très importante, même si les hommes aussi, évidemment. Mais on voit bien aujourd'hui encore que les femmes doivent s'occuper beaucoup plus du foyer, tout en ayant un travail, parfois s'occuper aussi des aînés. Donc les femmes aidantes ont aussi un rôle très important dans la société. Elles doivent organiser la vie sociale dans notre culture française. Tous ces éléments-là, ça fait qu'effectivement, les femmes ont une charge assez importante. Alors fort heureusement, c'est en train d'évoluer, mais encore aujourd'hui, malheureusement, on voit que ces charges sont très importantes. Donc c'est pas seulement une question de zone limbique, et puis un peu plus active. Il y a un autre élément très important et qui est très stressant, c'est finalement la vulnérabilité économique. Les femmes gagnent moins que les hommes, on le sait, on a encore des vraies difficultés d'égalité femmes-hommes. Ben ça a un impact évidemment sur le stress des femmes qui si elles n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de la famille, sont stressées. Puis un dernier élément, c'est la violence de la société à l'égard des femmes. On voit qu'il y a encore beaucoup d'insultes à l'égard des femmes, indépendamment des violences faites aux femmes dans le milieu familial, et ça aussi, c'est stressogène, évidemment. Oui, bien sûr, c'est une source de stress. Absolument. Alors, il n'y a pas d'âge pour être stressé non plus. Le stress peut toucher aussi bien les nouveau-nés que les retraités. C'est-à-dire qu'un bébé peut être stressé. Oui, tout à fait. On le voit bien quand, ne serait-ce qu'on... les parents se disputent devant les enfants, ou si une mère avec un nouveau-né est un peu stressée, elle ne sait pas trop s'y prendre, et ben, l'enfant peut se mettre à pleurer de manière incompréhensible. Et en fait, c'est parce qu'il ressent l'anxiété de la maman. Donc souvent, on dit « Madame, voilà, calmez-vous, tranquillisez-vous », et effectivement, l'enfant va se relaxer. Alors, on le disait tout à l'heure, le travail, c'est un facteur de stress important, et plus précisément la surcharge au travail ou les informations contradictoires, etc. Vous avez donc déjà tous entendu parler de ce fameux phénomène du burn-out, qui veut dire littéralement se consumer de l'intérieur. Donc, on n'a plus aucune énergie, on a envie de rien faire. Alors, c'est quand même un concept qui est un petit peu galvaudé. Bon, ça en reste pas moins un mal réel qu'il faut soigner, et surtout un sujet de santé publique, parce que selon une récente étude pour OpinionWay, plus de 3 salariés français sur 10 sont en burn-out, et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Alors, est-ce que, Mélusine, ce chiffre vous paraît refléter la réalité ou pas? Parce que les cas de vrai burn-out, quand même, restent rares, on est d'accord. Alors en fait, oui, je pense que ce chiffre reflète la réalité, même s'il ne révèle pas les différences de gravité de burn-out. Mais il n'en demeure pas moins qu'on voit qu'on est dans cette société de l'épuisement, à force d'avoir différents types de stress, et notamment de stress liés aux problématiques de société qui font qu'on génère beaucoup d'inquiétudes, d'angoisse, de peur. Ça aussi, c'est très stressant. Effectivement, on voit que petit à petit, on peut arriver à ce type de chiffres. Voilà, et il y a différents degrés de burn-out. Alors, justement, pour illustrer vos propos, je propose d'écouter le témoignage d'une victime d'un burn-out sévère, mais qui, heureusement, s'en est sortie. Regardez. Les signes avant-coureurs du burn-out, ils sont assez simples à repérer. C'est un matin, on commence à se dire j'ai pas envie de sortir de mon lit. Fondamentalement, pas vouloir sortir du lit, ça commence à être un vrai signe auquel il faut prêter attention, et pas dire c'est juste une petite flemme passagère. Donc voilà, première alerte, c'est pas envie de se lever. La première étape, c'est vraiment d'assumer le fait qu'on fait un burn-out. Ça ne veut pas dire que je suis faible, ça ne veut pas dire que je suis nul professionnellement, ça veut juste dire que mon corps est en train de dire j'arrête. Quand ça m'est arrivé, j'ai décidé de faire un break, ce qui m'a permis justement de faire un grand reset, d'oublier toutes les sources de stress, que mon corps et ma tête se remettent en accord. Donc voilà, 1, ne pas être dans le déni, et 2, faire un vrai break où on prend soin de soi. Il faut privilégier sa santé physique, mentale, au fait d'être performant au travail. Trop de gens se réveillent et vont checker leur email professionnel dans leur lit. C'est-à-dire qu'on se met en stress dès le réveil. Donc il faut oublier ça. Et dès que le réveil sonne, vers quelque chose que l'on aime, alors moi je vais vous faire un aveu, le truc que j'aime, ça va sembler étrange, mais c'est me brosser les dents. Et aussi bête que cela puisse paraître, quand je me réveille, je fais quelque chose que j'adore. Mon cerveau se dit, tiens, quelque chose de sympa va m'arriver. Donc voilà, avoir un rituel de réveil, ça me semble assez simple et très, très efficace. Docteur Fogel, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique dans notre corps quand on fait un burn-out ?
Alors, physiologiquement, le burn-out va s'expliquer donc d'abord par une augmentation du cortisol, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, à un moment donné, on va épuiser ces stocks de cortisol. Je résume un petit peu, mais globalement, voilà l'idée. Et le cortisol va finir par s'effondrer. Et c'est lorsque le cortisol va se mettre à tomber, à diminuer dans l'organisme, que les signes du burn-out vont apparaître. D'accord, parce que rappelons que le cortisol, c'est l'hormone qui nous permet de lutter contre le stress. Donc quand on n'en a plus, on ne peut plus rien faire, on n'a plus aucune énergie, on n'a plus envie de se lever le matin. Moins de résistance au stress. Et enfin, on va voir les signes peut-être. Oui, tout à fait. Alors, quels sont les signes avant-coureurs qui doivent nous alerter avant un burn-out? Alors déjà, les signes physiologiques, après on pourra peut-être parler des signes psychologiques. Oui. Docteur Fogel, donc la baisse du cortisol va se manifester par des symptômes du style, comme j'ai expliqué à l'instant, moindre résistance au stress, même dépression, fatigue, syndrome de fatigue chronique. On a entendu aussi parler de ce mot de syndrome de fatigue chronique dans les Covid longs, tout dernièrement. Ça peut aussi se manifester par des envies de sucre, des envies de sel, les douleurs musculaires, douleurs articulaires, crampes liées à ce manque de cortisol. Tout à fait. Mais l'usine, oui, alors comment ça peut se traduire sur un plan psychologique du coup? Sur un plan psychologique, petit à petit, on peut tout à coup se dire qu'en fait, on n'a plus envie. On n'a plus envie d'aller travailler, on n'a plus envie de s'occuper de ses enfants. On n'a plus envie de s'occuper de son moteur quand on est garagiste. Enfin, c'est tout à coup la motivation baisse, l'engagement baisse. Il peut y avoir aussi des montées de tristesse, des montées de colère, donc en fait des troubles émotionnels qui se renforcent, qui s'accentuent. Et puis dans le stade le plus chronique, le plus difficile, une sorte de dépersonnalisation où en fait la personne qui vit le burn-out se met à distance parce qu'elle ne supporte plus la vie dans laquelle elle est. Et en fait, à partir du moment où on arrive à ce stade, c'est là généralement qu'effectivement on s'effondre. Mais alors justement, tout est dû à cette baisse de cette hormone, le cortisol. Est-ce qu'on peut le doser justement avant que ce soit trop tard? Est-ce qu'on peut justement, en le dosant, se dire « Ah là, attention, on commence à épuiser ces stocks de... » Enfin, ce n'est pas des stocks de cortisol parce qu'on en fabrique tous les jours, mais en tout cas, nos surrénales qui fabriquent le cortisol commencent un peu à ramer, quoi. Elles ont un peu plus de mal à produire le cortisol nécessaire. Oui, tout à fait. Donc on peut, en pratique courante, doser le cortisol dans le sang, le matin au réveil. C'est pas vraiment un test très très fiable parce que ça peut être soumis à des variations justement. Et puis finalement, ce cortisol, on ne sait pas très bien l'apprécier. Si c'est fait uniquement à un seul moment de la journée, il faudrait le doser à plusieurs moments. Puis ça peut être le stress de la piqûre, donc du coup, qui peut faire monter le cortisol. Exactement, tout à fait. Et donc on a des moyens un petit peu différents. On peut doser le cortisol dans les urines de 24 heures, qui sera un reflet un peu plus fin de la sécrétion de cortisol sur la journée. Et enfin, il y a des tests maintenant qui sortent avec des dosages, donc des cycles du cortisol sur la salive, où vous allez faire un prélèvement de salive le matin au réveil, 30 minutes après, à midi, à 18h et à 22h. Et ça permet d'avoir une courbe de la sécrétion de cortisol dans la journée. Et là, on est un peu plus précis. D'accord. Alors, comment prévenir justement le burn-out, notamment au travail? Eh bien, certaines entreprises en ont fait leur priorité, comme dans cet espace de coworking du 8e arrondissement de Paris, baptisé Quirk, où sa cofondatrice experte en santé mentale et bien-être au travail, Maude Chuffard, a rivalisé d'imagination pour détendre ses clients. Regardez, c'est un reportage de Pierre Emco. Chez Quirk, nous offrons des environnements de travail sur mesure dans lesquels le bien-être au travail est le maître mot. C'est ce qu'on appelle chez nous le well-working. Alors le well-working, c'est quoi? C'est tout un état d'esprit, c'est une philosophie et une programmation qui accompagne nos membres au quotidien pour leur permettre de mieux travailler. Faire comprendre en fait que votre cerveau et vos ressources cognitives sont limitées. Donc c'est créer des temps de pause, créer des temps de déconnexion. C'est pour ça qu'on a un rituel de méditation tous les jours à 15h45 au milieu de la journée. Observez ce que vous ressentez à l'inspiration et à l'expiration. C'est vraiment un moment de détente qui est très plaisant et qui permet de couper la journée, d'être d'autant plus productif pour le reste. Une chose qui est très importante pour nous, c'est ne pas oublier que vous avez aussi un corps et que votre corps est un outil de travail et votre corps on doit prendre soin de son corps. Dans les bureaux, une des composantes essentielles de notre philosophie well-working, c'est ce mobilier thérapeutique.
voilà, qui permet de combattre les maux de la sédentarité. Vous voyez ici, on a des bureaux qui montent et qui descendent, ce qu'on appelle des bureaux assis debout. Sur cette chaise ou cette assise repose-genou, eh bien, vous avez votre dos qui est naturellement bien placé avec les épaules au-dessus des hanches. Je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus concentrée. Et c'est un point très important pour moi d'être mobile et d'avoir un mobilier complètement adapté à son bien-être physique et mental. Le well-working est important à mes yeux parce qu'aujourd'hui, il est de la responsabilité, je pense, de l'employeur de prendre soin de la santé physique et mentale de ses collaborateurs. Maud Chuffard a tout compris, hein. On est bien d'accord, c'est faire du yoga, de la sophrologie, etc. C'est vraiment très bien, mais rappelons quand même que c'est très important de rester vigilant sur les premiers signes avant-coureurs du burn-out. Absolument. Restez vigilant sur les premiers signes avant-coureurs du burn-out et cultiver l'ensemble des facteurs qui vont permettre à chacun de se sentir bien pour éviter que ces premiers signes apparaissent. Donc, grande vigilance sur les premiers signes, on l'a dit tout à l'heure, les problèmes physiologiques, on a l'impression les problèmes d'être émotionnels. de plus se reconnaître. Voilà. Et puis aussi cultiver, donc on a vu là dans le sujet, la partie physique qui est vraiment vachement bien, la partie méditation, relaxation, pleine conscience, où là on apprend à maîtriser un peu son mental. Peut-être je rajouterais la partie relationnelle, c'est-à-dire cultiver les relations positives avec ses collègues, avec son entourage. On l'a vu avec le Covid, une raison pour laquelle on a une montée en flèche du stress aujourd'hui, c'est justement qu'on a été tous très très isolés. Et on le voit dans les comportements du quotidien. Donc la partie relationnelle, cultiver la convivialité, se faire plaisir, se faire du bien. Et la partie de l'organisation du travail, c'est-à-dire que ce soit vis-à-vis de ses collègues ou quand on est manager ou patron, qu'on soit vigilant à ce que, attentif à ses premiers signes et vigilant au bien-être de ses collaborateurs. Ce qu'on appelle la communication non violente. Voilà, communication assertive, communication non violente. Et ça va aussi avec l'organisation du travail et la charge de travail. Parce que finalement, un des stress, c'est évidemment la charge de travail aussi. Si on a trop à faire, à un moment, on perd pied. Bon, alors quand on est stressé ou quand on fait des burn-out, c'est vrai qu'en France, on a une fâcheuse tendance à traiter ces problèmes de stress à coups d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Mais est-ce la bonne solution, docteur Fogel, même si je pense connaître la réponse? Écoutez, le burn-out, on vient de le définir, c'est un problème de cortisol. Donc finalement, donner des antidépresseurs, c'est pas forcément la bonne solution, puisqu'en fait, on peut, par des techniques tout à fait naturelles, essayer de contrer les effets, les signes cliniques du burn-out. Maintenant, c'est vrai que dans les troubles anxieux généralisés, on peut donner des antidépresseurs à petite dose et ils ont un effet anxiolytique. Mais on ne traite pas la cause. On traite pas la cause. La dépression peut être les conséquences de cette grosse fatigue, etc. Mais ce n'est pas, c'est pas la cause du burn-out. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé des conséquences du burn-out, mais les conséquences du burn-out peuvent être assez terribles, puisqu'on peut aller d'un arrêt maladie de 2 mois jusqu'à 2 ans, avec des gens qui, après avoir fait un burn-out, rentrent dans une dépression sévère. Et là, ça peut durer des années, avec des conséquences vraiment terribles. Et par rapport à la question du médicament, alors je ne suis pas une spécialiste, mais en revanche, une chose est sûre, c'est que certaines personnes auront besoin d'un médicament, peut-être pour des causes associées, mais le plus important, c'est de faire un traitement de fond en parallèle pour identifier les causes et pour progresser derrière. Oui. Alors justement, comment peut-on prendre en charge naturellement ces problèmes de stress sans avoir besoin à des recours, sans avoir besoin de recourir à des antidépresseurs, même si c'est juste sur une petite période. Docteur Fogel, vous êtes aussi micronutritionniste, vous connaissez bien les plantes. Alors quelles sont les solutions naturelles pour lutter contre ce stress? Eh bien, le premier micro-élément à prendre, c'est du magnésium. On est très carencé en magnésium lorsque on subit ce genre de stress. Donc on peut aller sur tout type de magnésium, enfin on pourra en reparler si besoin était. On peut aussi prendre des plantes du type des plantes adaptogènes comme la rhodiole, l'ashwagandha, qui vont booster les surrénales, qui vont adapter votre sécrétion de cortisol dans la journée. Parce qu'il faut, du cortisol, il faut en avoir ni trop, ni pas assez. Ni trop, et voilà, donc un excès de cortisol le soir va vous empêcher de dormir, voilà. Et pas assez le matin vous empêche de vous réveiller correctement. Exactement. Donc, voilà. Et puis nous avons aussi d'autres plantes qui pourront un peu calmer, comme la valériane, des choses comme ça, passiflore. Voilà, il y a la gémothérapie aussi, qui est une nouvelle discipline. Oui, tout à fait. On utilise les bourgeons des plantes, donc bourgeons de cassis, par exemple, voilà, qui peuvent un peu vous booster aussi le matin. Les EPS de réglisse aussi, ça peut être efficace. Et oui, assister sur le magnésium, parce que quand on est stressé, on élimine son magnésium. Oui, tout à fait. Bisglycinate, glycérophosphate de magnésium sont des bonnes formes. Voilà, qui ne vont pas vous irriter
les intestins, vous allez bien le tolérer sur un plan digestif. Et en complément, sans être dans l'aspect thérapeutique, être plutôt sur l'aspect pédagogique, éducatif, c'est développer des habitudes de vie qui nous conviennent et qui font qu'on va pouvoir se préserver et éviter de retomber, de ressombrer dans du burn-out. Donc ça peut être des habitudes liées au sommeil, ça peut être des habitudes liées au fait de se faire du bien, de se faire plaisir, aller dans un musée, ça peut être voir des amis. Tous ces éléments-là qui vont finalement combler, concourir à cette approche assez globale finalement des nouvelles habitudes pour éviter d'être malade. Des moments de détente, bien sûr. Et puis attention aussi au biorhythme. On n'en a pas parlé, mais se lever tôt, enfin en tout cas respecter le plus possible son biorhythme qui nous est propre. Se lever tôt à heure fixe, manger aussi à des heures fixes, ne pas sauter de repas, limiter le café, l'alcool. Docteur Fogel ? Oui, tout à fait. Il faut adopter des habitudes alimentaires, mais de sommeil. Il ne faut pas se coucher à pas d'heure, etc., parce que c'est là où vous allez vous dérégler finalement. En tout cas, comme c'est la thématique de cette émission toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Donc attention aux premiers signes avant-coureurs d'un stress qui pourrait commencer à avoir un impact vraiment négatif sur votre santé. Un grand merci à tous les deux. Voilà, je pense qu'on est bien détendus maintenant. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. J'espère que vous aussi. Merci encore de votre attention. Merci à Valérie Darmon, rédactrice en chef de cette émission, à Margot Miller et à Christina Mouton de m'avoir aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. Merci à tous et d'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.